On voit rien du tout ici, il n'y a pas de Velux. Il n'y a pas de lumière, on voit rien. Alors c'est vrai, au début c'était sombre, ça faisait flipper, mais entre temps j'ai monté 2 Velux. Le petit pour la salle de bain et pour me faire la main, le deuxième pour la chambre pour un maximum de luminosité, et si j'ai commencé par installer le Velux dans la chambre, c'est parce qu'il va nous permettre de prendre une dimension bien particulière pour installer le Velux dans le salon. Alors toute cette partie ça va être le salon, et j'hésitais en fait à mettre le Velux soit sur cette partie du rampant, ou alors un peu plus bas sur cette partie du rampant. L'avantage de le faire en bas du rampant, c'est que ça permet de gagner un petit peu en hauteur sous plafond. Le désavantage, c'est que si on ouvre le Velux, j'ai peur que la poignée se retrouve trop basse et qu'on se la prenne dans la tête. Moi je vous avoue que j'ai une petite préférence quand même pour le mettre en bas du rampant, mais pour être sûr que la poignée se retrouve pas trop bas lorsqu'on l'ouvre, j'ai préféré monter celui qui est dans la chambre en premier pour pouvoir prendre la mesure et savoir si ici ça fera l'affaire. Il y a de la marge, c'est validé, le Velux je le fais dans cette zone là. Je trouve ça tellement plus stylé de pouvoir ouvrir le Velux, mettre un petit marchepied et pouvoir passer la tête comme ça pour regarder le village. Ok, donc pour mettre un Velux, je vais forcément devoir faire un trou dans le toit. Donc ça commence par analyser la charpente, les chevrons, les voliges et la notice de Velux. Bon, en vrai, c'était pas si compliqué que ça à comprendre, mais... Velux, je comprends pas. Il y a une nouvelle mode en ce moment, les notices d'instruction, c'est de mettre le moins de texte possible pour que ce soit universel. Il faut se poser 45 minutes pour comprendre que le A de ici, ça signifie ça, et ça va donc avec cette valeur et avec cette couleur, et tu comprends que cette vis, c'est celle-ci en fait, etc., etc. Alors que s'ils avaient juste mis une phrase en anglais, t'aurais compris en 10 secondes. Bref, après 17 heures de lecture intense... Bon, j'exagère un petit peu. Après 5 heures de lecture intense, je peux enfin attaquer la découpe du toit. Ça passe donc par définir la zone la plus judicieuse pour installer le Velux, la prise de dimension et la découpe des voliges pour éclaircir la zone. Maintenant c'est bien clair, on voit les tuiles. On arrive un petit peu à s'imaginer la zone où va être le Velux. L'objectif en fait c'est de bien centrer le Velux là où il faut pour faire en sorte que les tuiles tombent au bon endroit. Voilà. Donc là on se rend compte évidemment qu'il y a un truc qui gêne pour le Velux. Évidemment je vais devoir couper une partie de la charpente. Ça c'est la prochaine étape et elle est assez délicate. Ouais, alors pour ceux qui n'ont pas compris, si je dis que c'est délicat, c'est parce que si je me plante, j'ai le toit qui me tombe dessus. Et ça, on veut pas. C'est donc pour ça que j'utilise des étais pour soutenir les chevrons avant de les découper. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire quand on voit la charpente que le bois est en mauvais état. À la surface, il est un peu vieux tout simplement. Mais c'est que 1 mm de surface. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, le cœur, c'est du béton. C'est vrai que quand on le compare au bois qu'on fait maintenant, un morceau comme ça, c'est plus lourd qu'un morceau comme ça en pain plus long. Ça c'est du chêne, c'est robuste et ça traverse les âges. Alors oui, c'est plus lourd et c'est plus dense, mais malgré tout, j'utilise une toute petite scie sabre minuscule. Voilà, on fait avec les moyens qu'on a. Alors même si tout est suffisamment robuste, l'objectif ici est de consolider les chevrons existants en y moisant des chevrons neufs. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier de créer le chevêtre qui permettra de créer l'encadrement du Velux.
Là, ça va être un peu particulier, ça va être tout un jeu d'été en fait. Parce qu'il fait très chaud. Non, en fait, ça va être un jeu d'été, c'est-à-dire que je vais devoir choisir judicieusement quel été j'enlève et quel été je garde. Parce que j'ai que 4 étés. Faut que je prenne les bonnes décisions parce que juste au-dessus, c'est le toit. Et en plus, il pleut là. Donc c'est plus un jeu d'automne qu'un jeu d'été. Alors pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi j'ai dit qu'il fallait que je prenne les bonnes décisions, en fait c'est parce que j'ai pas terminé. Donc si je me plante, j'ai le toit qui me tombe dessus. Et ça, on veut toujours pas. Bon là on a notre partie du toit qui est bien dégagée, donc c'est dans cette zone qu'il va y avoir le Velux. Donc là maintenant il faut enlever les tuiles, faire un cadre qui pourra accueillir le Velux de la bonne dimension, c'est marqué dans la notice. L'objectif c'est quand même de réussir à placer le Velux plus ou moins vers là ou vers là, pour faire en sorte qu'il y ait soit des tuiles complètes qui arrivent sur le côté. Pour l'étanchéité ce sera plus simple. Alors comme vous vous en doutez, j'aurais très bien pu commencer par là, à savoir commencer par enlever les tuiles, puis ensuite les lithos, puis ensuite les chevrons. Ça aurait été moins risqué. Le problème c'est qu'il faut prévoir plusieurs jours où il pleut pas, et en automne, c'est compliqué. Mettre le cadre, c'est pas le problème. Le cadre, il est très léger. Donc c'est assez simple de le faire passer et de le mettre, même tout seul. Par contre, c'est la vitre après, où ça va être compliqué. Heureusement, je vais pas être tout seul, ça serait dangereux. Maintenant, il faut que je fasse les réglages, faire en sorte que tout soit bien à niveau, etc. Et je peux fixer le cadre. Écoutez, le cadre est bien réglé. Maintenant, il reste plus qu'à mettre la vitre. Et là, je peux vous dire que je me chie dessus. Parce que ça pèse hyper lourd. Ah, ça fait la taille que ça fait, quoi. Ça pèse son poids, quoi. Ça pèse pas le poids d'un autre objet. Je suis pas tout seul. J'ai de la famille, j'ai des amis qui vont venir m'aider à monter cette fenêtre. Alors, si je peux vous conseiller quelque chose, prévoyez pas 2 personnes pour faire ça. Le mieux, c'est d'être 15. Comme ça, au moins, t'es serein. Mais ça y est, la vitre est enfin mise, je peux fermer et ouvrir mon Velux. Par contre, je suis pas à l'abri. Il reste encore tout l'habillage à mettre autour, l'habillage d'étanchéité qui se trouve ici. J'oublie, avant de mettre l'habillage, il faut préparer les tuiles. Je suis obligé de couper des tuiles en biseau. Couper les tuiles, ça fait une poussière. Après, t'as l'impression que t'es roux et tout. C'est ouf. Donc, découpage de tuiles. J'espère qu'il va pas m'arriver une tuile. C'était un peu faible en jeu de mots cet épisode. Écoutez, si vous trouvez des jeux de mots que j'aurais pu faire à n'importe quel moment, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Aidez-moi à trouver des jeux de mots s'il vous plaît.
Et ben je suis bien content. Et au moins maintenant j'ai des combles qui sont éclairés et je peux continuer à bosser tranquillement avec un bel éclairage. Et ça c'est cool. Cependant, malgré tout, sur la garniture qu'on met autour du Velux pour l'étanchéité, je trouve qu'il y a certaines choses qui auraient pu être améliorées avec le temps. La notice, c'est un désastre. Il n'y a pas de mots en fait, il n'y a pas de langage dedans pour que ça puisse être compris par tout le monde. Sauf que, vu qu'il n'y a pas de langage, c'est compris par personne. Et à côté de ça, tu as une encyclopédie pour les boîtiers électroniques petits comme ça. Ensuite, le service client est inexistant. J'ai essayé de les contacter 2-3 fois pour avoir des informations techniques, pour avoir des conseils sur le montage des Velux. J'ai jamais eu aucune réponse, malgré mes relances, aucun service client. Ça, c'est un petit peu de plus en plus fréquent, donc c'est bien dommage. Au-delà de ça, évidemment, c'est de la bonne qualité, Velux. Ça se monte facilement. Voilà, il y a des choses à améliorer. Par exemple, je trouve que c'est difficile de laisser un Velux ouvert. Les grands Velux comme ça, qui sont quand même assez lourds, du coup ça pivote bien. Et le fait que ça pivote bien, ben en fait il se referme tout seul. Donc c'est difficile de le laisser ouvert. Ils auraient pu faire un système qui fait que ça pivote, mais qu'il y a quand même un peu de frottement pour que le Velux reste ouvert. C'est dommage en fait, parce que bon, c'est quand même une des principales fonctions de la fenêtre. Maintenant qu'on s'est bien pris la tête à monter ces Velux et qu'on a récupéré un maximum de tuiles, je vais pouvoir enlever le petit Velux qui est là-bas, qui sert à rien, qui crée des fuites, et je vais le recouvrir. Et puis ensuite, on installera les volets roulants sur chacun des grands Velux. Alors, cette fenêtre de toit, comme vous pouvez le voir, elle est pas si récente. Je pense même qu'elle a plusieurs dizaines d'années. Et forcément, ça crée des fuites. Et comme j'ai récupéré à peu près 625 tuiles juste avant, ben, je vais en profiter pour l'enlever et le recouvrir. Ça y est, je peux enfin passer au montage des stores. Je sors la notice, mais c'est pas si compliqué que ça à monter au final. Bon, alors après plusieurs mois de pluie en automne, il n'y a pas de fuite sur les Velux, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, il va se refermer sur ma tronche, regardez. Ah. Je suis assez content de l'étanchéité, c'est trop cool. Putain, il vient de se passer un truc de fou, vous me croirez jamais. C'est un truc de malade, même moi j'ai du mal à y croire. À l'instant où j'ai fait la vidéo où j'ai expliqué que ça faisait un an que j'avais posé les Velux, qu'il n'y avait pas eu de fuite malgré les grosses tempêtes, j'ai dû démonter tout ça parce qu'il y a une fuite au sol. D'où elle vient, j'ai investigué évidemment. Elle vient exactement de l'endroit où quand j'ai monté j'ai fait oula. C'est pas très bien conçu, je trouve. Donc ouais, en effet, il y a des parties de Velux là, cette partie grise là. En fait, il y a des choses, alors je vais pas tout démonter pour vous expliquer, mais il y a des choses qui auraient pu être améliorées, qui sont compliquées parce que forcément les tuiles ça prend de la place, mais il y a des choses qui auraient pu être améliorées. Et là, je vais devoir rajouter du mastic un peu partout. Donc quand vous montez les habillages de Velux, n'hésitez pas à mettre du mastic à des endroits, du mastic fait exprès évidemment, pour anticiper des éventuelles fuites. Parce qu'en fait là, s'il y a une fuite, c'est parce qu'on est dans un cas particulier. Bon là, il pleut plus, mais il a plu beaucoup, et il y a beaucoup de vent. Et le vent, en fait, il vient remonter le toit, donc ça remonte l'eau vers les tuiles dans l'endroit qui selon moi est pas forcément très bien conçu de la part de Velux. Les mecs ils ont pris la pause café plus tôt quoi. Quand il fera sec, ben, j'irai rajouter du mastic. Complètement, je vais vider des seaux de mastic là sur le toit. C'est complètement dingue. On va retourner dans quelques instants dans la dimension parallèle de l'autre vidéo, donc restez jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique, donc c'est bientôt Noël. Les packs promo sont de retour, les prix sont dérisoires, vraiment. C'est des cadeaux qui font plaisir à tout le monde, qu'on me connaisse ou pas. Ça n'a rien à voir avec le bricolage, donc ça plaira forcément à n'importe quel membre de votre famille. Les livres, ils sont faciles à s'ouvrir et quand vous les ouvrez, eux, ils restent ouverts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, on se retrouve tout de suite dans l'autre dimension pour finir de poser l'isolation.